finalement, il y a eu pas mal de débats et ce n'est pas terminé dans cette campagne. Messieurs, dames, bonsoir à vous. Bonsoir. Débat sur la politique étrangère hier, fort intéressant, devant public. Et je crois que ça aide que ce soit devant public, on y reviendra. Petit pot pourri, vous l'avez peut-être pas regardé. Petit pot pourri, puis on revient tout de suite après. You can't even stand up to Stephen Harper on C-51. How are you going to stand up to Putin? I am very optimistic we will reach a historical accord in Paris this year. Vous savez, il dit ça, il parle comme ça tout le temps, comme si le Canada est un leader en matière d'environnement. Je pense qu'il commence même à se croire là-dessus. La réalité, c'est que tout le monde le sait, que M. Harper n'a pas compris un élément de base fondamental, que l'environnement et l'économie, ça va ensemble. The threat we face today is not CSIS, it is ISIS. And if we look at the provisions of the bill that Mr. Trudeau actually well defended, give our security agencies powers that are similar across the Western world. Alors voilà, ça nous donne une idée du ton. Aperçu général d'abord, Alec, performance des chefs hier sur ces sujets importants. Oui, ça nous fait presque regretter qu'il n'y ait pas plus de débats sur les affaires étrangères parce que c'est souvent un thème qui est assez occulté dans les campagnes électorales. Et là, on avait des sujets fort intéressants, fort précis. Puis il y avait une bonne démarcation entre les différents chefs sur la plupart de ces enjeux-là. Sur l'État islamique. Sur l'État islamique, sur l'environnement, entre autres, la manière dont on approche les relations avec les États-Unis aussi. Le commerce. Donc, ça donnait aux gens une perspective assez intéressante d'où logent les différents chefs. Justin Trudeau a été très bon. Thomas Mulcair peut-être un peu trop en retrait, mais il n'a pas fait de gaffe non plus. Puis Stephen Harper a un avantage. Là. Lui, il vient du G7, du G20 depuis 10 ans. Il est briefé par ses fonctionnaires sur les affaires étrangères depuis 10 ans. C'est le premier ministre sortant, donc c'est normal qu'ils connaissent bien ces dossiers. Donc, je pense que les trois chefs se sont plutôt bien débrouillés dans le contexte. Chantal, un débat instructif et intéressant pour voir la performance de chacun des chefs. Trudeau nettement meilleur que la semaine dernière. Un débat qui probablement a permis à ceux qui l'ont regardé de se rendre compte que les affaires étrangères, c'est plus un secteur de l'activité gouvernementale fédérale, c'est le cœur de l'activité fédérale. Et ça, c'est à cause de la mondialisation. Donc, les grands sujets dont on débat au Parlement aujourd'hui sont plus des sujets intérieurs, sont des sujets extérieurs, et on l'a vu hier soir avec ces lignes de démarcation. Je pense que le commentaire que j'ai entendu le plus souvent en français comme en anglais, c'est « Justin Trudeau m'a surpris ». Et les gens ont trouvé que non seulement il n'a pas fait de gaffe, mais qu'il maîtrisait ces dossiers-là et qu'il s'en tirait à ce débat-là de façon inattendue pour la plupart des gens. Je dirais, moi, que la veille au corps, là, où on attend d'un débat à l'autre que Justin Trudeau s'écrase, a pris fin à peu près à 7h15 hier soir. Puis c'était un terrain, Michel, peut-être pas miné pour lui, mais c'était un terrain peut-être plus difficile. On pouvait s'y attendre. Or, il a été assez à l'aise, comme le dit Chantal. Oui, et la principale chose à faire dans un débat comme ça, c'est d'éviter les pleurs de banane. Il n'y a pas beaucoup de bénéfices à être vu comme le gagnant, mais il y a des gros inconvénients à être vu comme le perdant. Personne ne s'est tiré dans le pied, cela dit. Là, M. Trudeau a très bien performé. Il a mené ce débat-là de bout en bout. Il a réussi, d'une part, à faire passer M. Harper. Le petit bout qu'on a vu sur l'environnement était assez bon, là. À faire passer M. Harper, on dit, oui, il est rendu qu'il se croit, là. Il n'y a personne qui nous voit comme un leader sur l'environnement. Il s'est servi du public, là. Il s'est servi un côté de communicateur, là. De communicateur ou de comédien, certains diront. C'est un professeur de théâtre après tout. Mais cela dit, là, ça le sert. Il est celui qui communique le mieux avec les électeurs. Et ça paraissait hier soir. Mais sur les grands dossiers... Non, mais vous rappelez-vous la publicité que Kim Campbell, en désespoir de cause, avait fait sur Jean Chrétien? C'était sur... Vous imaginez-vous cet homme-là nous représenter à l'étranger? C'était comme le dernier argument, puis ils espéraient, ça s'est retourné contre eux. Là, on s'entend, surtout qu'on disait que c'était à cause de son visage. Mais hier soir, ce genre d'argument-là a été mis au rencard dans le cas de Justin Trudeau. Mais rappelez-vous l'éditorial du Globe and Mail, quand Justin Trudeau, il y a plusieurs mois, il y a plus d'un an même, est arrivé avec sa position sur l'État islamique, sur, on le disait, confus sur les questions internationales. Donc, il s'est retrouvé une logique, là. Oui, parce que Justin Trudeau, son premier vrai défi était celui de la position du Parti libéral sur la guerre contre le groupe armé État islamique. Et il avait échoué à ce défi-là l'automne
dernier. C'est-à-dire que même les ténors libéraux étaient devenus à sa rescousse, Lord Axworthy puis Jean Chrétien, pour expliquer à la place de Justin Trudeau sa position, parce que lui avait été incapable de la mettre clairement pour les électeurs en place. Donc là, il y avait beaucoup à perdre, à être encore perçu comme celui qui, sur les affaires étrangères, n'est pas à la hauteur. Visiblement, il avait été beaucoup mieux préparé que lors du débat de l'automne dernier. Il a fait ses devoirs. Oui. Il a fait ses devoirs sur cette question-là. C'était pas la chose qui était la plus facile pour lui au départ. Non. Mais de toute évidence, il s'est fait briefer. Il est capable d'expliquer ses positions maintenant. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un politicien qui apprend. On l'a vu avec Pour Stephen l'opposition, Harper. Stephen Harper, première mouture, c'est pas Stephen Harper qui a gagné en 2006 ou en 2008. Et c'est le premier test d'un politicien. C'est pas est-ce qu'il est bon quand il arrive, c'est est-ce qu'il est capable d'apprendre. Et je veux reprendre ce que vous avez dit, Chantal, parce que le cliché dit, on le dit aux États-Unis également, on ne défait pas un gouvernement sur des questions internationales. Or, les questions internationales deviennent vraiment essentielles pour définir un gouvernement fédéral. C'est une partie importante de la job, là. Oui. Et ça sert aussi à définir le chef. Quel type de chef il va être, quelle sorte de principe il va promouvoir sur la scène internationale. Et ça aide donc à différencier les styles de leadership. Et les gens votent beaucoup sur le style de leadership. C'est-à-dire que oui, ils lisent des programmes, mais dans une moindre mesure, ils veulent savoir quel est le style de la personne qui va me représenter. Est-ce que je peux lui faire confiance? Les affaires étrangères, c'est un bon démarcateur actuellement de ça. Là. Est-ce que M. Mulcair a ralenti son érosion, croyez-vous? Parlez-moi de M. Mulcair un peu. Je pense pas qu'il s'est nuit hier soir, mais je pense pas qu'il s'est aidé non plus. Il a été même un peu arrogant envers M. Trudeau, ce qui n'était pas la meilleure des techniques. Mais l'érosion n'arrive pas à cause des affaires étrangères, elle arrive à cause d'autres facteurs dont on va parler plus tard. Alors, je pense pas que c'est là qu'il a fait... Mais un petit point aussi, Stephen Harper a changé fondamentalement ce qui était un assez grand consensus canadien sur les affaires internationales. Et c'est ça qui a fait que le débat est intéressant. Parce qu'on avait des philosophies complètement différentes. Par contre... Sur le Moyen-Orient, Par contre, il y a des choses qu'on n'a pas abordées. Jamais on a eu un gouvernement aussi proche d'Israël dans l'histoire. Je pense que le mot Israël n'a pas été mentionné dans ce débat-là. Oui, M. Harper l'a mentionné. Il s'est détourné. Il a regardé la caméra, puis il y a eu une minute mais les autres ne sont pas allés là-dessus. Non, les autres ne sont pas allés parce qu'ils... Sinon, pour dire que tous les partis, je pense que c'est Justin Trudeau qui l'a dit en passant, là, tous les partis, il n'y a aucun parti qui n'a jamais gouverné au Canada. Non, il y en a été question, excusez-moi. On a un appui d'Israël, c'est ça. Et la réponse, c'était, regardez nous trois, il n'y en a aucun des trois ici, mais c'est le premier, a dit Justin Trudeau, qui l'utilise pour des fins politiques électorales. Mais il n'y a pas de parti ici qui est pas un ami d'Israël. Oui, il a dit, vous en faites une joute électorale ici au Canada. Le NICAB, vous avez tout à l'heure, vous m'avez dit, Michel, c'est le facteur qui explique l'érosion du NPD, ce n'est pas les internationales. Puis on ne sait pas si c'est complètement le NICAB non plus. Moi, je ne suis pas de cette école-là, mais en tout cas, on verra, puis personne ne le saura. Mais le NICAB, savez-vous combien de femmes, finalement, ont demandé à être reçues avec le NICAB? Je sais la réponse parce que votre recherchiste me l'a dit. Voilà. Mais j'ai été très surpris moi-même de la réponse. C'est ça se compte sur les doigts d'une main. C'est très, très faible. Il y a eu 2 cas. Bon, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une discussion valable sur un principe. Il y a eu 2 cas seulement au Canada. Alors, quelqu'un qui regarde notre élection de l'extérieur doit se dire, c'est un peu fou, ces Canadiens, non? Chantal? Oui, jusqu'à un certain point, mais il y a un certain nombre de pays européens quand même, la France, pour en nommer un seul, qui n'est pas un petit pays, qui a fait des interventions assez musclées sur ce front-là. Alors, je ne suis pas convaincu, moi, qu'ils nous regardent drôlement, parce que vous regardez les débats en Europe de l'Ouest, le débat sur l'intégration, d'une manière ou d'une autre, et sur les accommodements raisonnables, est un large débat de société. Puis le débat sur le NICAB, c'est ça. C'est un débat sur des accommodements et sur le consensus de ce qui est raisonnable dans une société de droit. On a d'ailleurs essayé de poser la question au débat au chef, au-delà du NICAB, parce que c'est vraiment c'est minime, au-delà du NICAB, est-ce que vous êtes prêts, comme au Québec, à ce que les fonctionnaires donnent les services et que les gens les reçoivent à visage découvert? Et il n'y a pas eu de réponse sur cet élargissement-là. Est-ce que ce débat-là n'arrivera pas au Canada? On a des principes un peu variables, là, parce qu'on a posé la question à Tony Clement, président du Conseil du Trésor, quand ce débat-là sur le NICAB est arrivé l'hiver dernier, en disant « Votre parti veut l'empêcher lors des serments de citoyenneté, mais vous seriez presque une fonctionnaire serve le public avec un NICAB ou reçoive des services publics avec le NICAB. » Il a dit « Oui, moi je suis très à l'aise avec ça. » Donc le gouvernement n'est pas à l'aise avec la prestation de serment, mais il est plutôt à l'aise avec la prestation de service. Il y a comme une incohérence là. Et là, on voit qu'on marche davantage sur les œufs du côté du gouvernement conservateur. Là, on est plus près de la Charte des droits, puis là, c'est plus délicat un peu. Là. Ce qui va se passer dans les faits, c'est que si le Québec passe sa loi, ça va faire son chemin devant les tribunaux. La Cour suprême va se prononcer. Si la Cour suprême valide l'approche québécoise,
les pressions vont s'intensifier sur le gouvernement du Canada et sur les provinces. Mais à l'inverse, si la Cour dit c'est pas une limite raisonnable aux droits de la Charte, québécoise ou canadienne en passant, ça va finir là, ce débat-là. Très bien. Je veux absolument parler des agriculteurs. Manifestation sur la colline du Parlement aujourd'hui. Il y a des inquiétudes réelles que l'on abaisse la protection pour les produits laitiers, notamment le lait, le fromage. Il y a une grosse négociation de libre-échange avec l'Asie actuellement, Michel. Le partenariat transpacifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada est à peu près le dernier pays au monde qui a ce qu'on appelle la gestion de l'offre, donc où les agriculteurs sont assez bien protégés à fonction de leur prix, de leur coût de production. Il y a Israël et il y a la Norvège, disent les producteurs laitiers du Québec, qui ont encore à peu près la même chose. Alors, c'est certain que ça, dans une négociation de libre-échange, c'est sur la table. Il y a quelqu'un qui va dire, moi, je veux faire rentrer plus de mes produits laitiers au Canada. La demande est là. Et la demande est là. Alors, est-ce que le Canada est capable, en n'ayant plus d'alliés, parce que quand il n'y a plus personne qui fait ça, il n'y a plus d'alliés à la table pour dire, on est d'accord pour que vous gardiez ça, pour que ça reste. C'est ça qui est la grosse question. C'est pas certain que ça va être possible à la fin. Mais on s'entend. S'il y a une entente à la table du TPP cette semaine, cette entente-là va être conditionnelle au résultat des élections parce que les partis d'opposition ont des positions qui ne sont pas nécessairement en synchronisation avec celles du gouvernement là-dessus, sur la protection de l'industrie automobile. Donc, oui, on peut toujours dire on a fait une entente, mais cette entente-là n'a pas de valeur tant que le gouvernement élu dira pas, moi, je vais signer là-dessus. Et c'est pour ça que ça va devenir un enjeu électoral. Alex, c'est une question partout au Canada, au Québec, producteurs de lait, entre autres. Là, lait, volaille, œufs, entre autres. Exactement. Sud de l'Ontario, au Québec, c'est très important. Michel disait, on est un des derniers pays avec la gestion de l'offre, c'est vrai, mais on est un des pays qui subventionne le moins son agriculture aussi. C'est juste une méthode différente de fonctionner. Les Américains, les Japonais subventionnent énormément leur industrie agricole. C'est comme ça qu'on les aide, plutôt que de contrôler l'offre et la demande. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que les agriculteurs, même si ça ne touche pas énormément de comtés en nombre, là, sur les 338, on s'entend, il y en a peut-être 7 ou 8 au Québec, peut-être une dizaine en Ontario. Les agriculteurs ont une cote d'amour très forte dans la population. C'est eux qui amènent la nourriture sur la table des citoyens. Si eux disent on va perdre notre gagne-pain, on sera plus capable d'être à la hauteur de ce que vous attendez de vos agriculteurs en termes de fourniture de nourriture, là, il pourrait avoir un dérapage en campagne électorale pour les conservateurs. Et M. Harper voulait annoncer cette entente-là avant la campagne électorale. Et là, on parle comme s'il n'y avait pas des gagnants. Si le gouvernement est prêt à s'embarquer là-dedans en campagne électorale, c'est parce qu'il y a des gens et des groupes qui vont gagner dans la société. Il n'y a aucun parti en campagne électorale qui va aller signer une entente où il y a seulement des dégâts et des dommages. Dans le cas de la gestion de l'offre, je pense que les conservateurs se disent on va offrir en même temps un généreux programme de transition pour essayer de faire taire les critiques. Idem avec l'industrie automobile, mais sur le pain et le beurre qui arrivent sur la table et le lait. L'argument inverse de ceux qui disent qu'il faut mettre fin à la gestion de l'offre, c'est on fait payer tout le monde trop cher pour des denrées de base à cause du système qu'on a maintenu. Mais en même temps, ceux qui qui ont un problème avec l'entente vont parler plus fort que ceux qui vont avoir des avantages de cette entente-là. Ça prend plus de temps de voir les avantages que de voir les inconvénients. Attention, le gouvernement les a alignés depuis un mois, ils les ont mis en rang pour qu'ils sortent en même temps qu'eux autres. Oui, il y en a qui vont applaudir. Parce que c'est une très grosse entente, on va en reparler. Ils sont craqués pour applaudir. Là. On a remonté cette manivelle-là, on travaille là-dessus. Voilà. Messieurs, dames, c'est tout le temps qu'on a. Merci, toujours un plaisir de vous voir en studio. Absolument. Grand plaisir. En vie, à côté de moi. À demain. Salut. À demain. Salut.